Bonjour à tous et bienvenue en ce cours d'embryologie humaine. Je suis Dr Cheboub Emina, maître assistante à la faculté de pharmacie de l'université Youssef Ben Khedda à Géoul. Aujourd'hui, nous allons aborder le processus détaillé de la fécondation. Tout d'abord, nous allons faire une définition de la fécondation, ensuite voir le trajet emprunté par l'ovocyte et le spermatozoïde, donc le gamète femelle et le gamète mâle, menant à leur rencontre au niveau des voies génitales femelles. Nous verrons également les conditions générales déterminant ce processus de fécondation et les étapes détaillées de la fécondation et nous terminerons par les conséquences obtenues suite à cette fécondation. Par définition, le processus de la fécondation consiste tout simplement en la fusion de l'ovocyte et du spermatozoïde, qui sont tous les deux les gamètes mâles et femelles possédant chacun 23 chromosomes et sont dites haploïdes. Ces cellules vont aboutir à la formation d'une cellule unique appelée zygote, menant à la reconstitution de la diploïdie avec 46 chromosomes. L'ovocyte 2 correspond donc au gamète femelle expulsé lors de l'ovulation par l'ovaire et qui est la cellule prête à la fécondation. Cette cellule présente la structure suivante. Alors, la cellule ici, elle est délimitée par la membrane plasmique en orange, que je suis en train de suivre ici par le curseur, sous laquelle je vais retrouver des granules dits les granules corticaux disposés de façon périphérique sous la membrane plasmique et qui ont un contenu enzymatique indispensable à la fécondation. À l'intérieur de cette cellule, nous retrouvons le matériel génétique qui est diffus, qui n'est donc pas délimité par une enveloppe nucléaire et qui est bloqué en métaphase 2, d'où le nom ovocyte 2. Ce matériel génétique baigne dans un cytoplasme très abondant de l'ovocyte 2. Juste à côté de cette cellule, nous allons retrouver une toute petite cellule avec un matériel génétique identique appelé globule polaire. C'est le premier globule polaire issu de la division inégale des gamètes. Tout autour de ces deux cellules, nous retrouverons une zone relativement translucide appelée la zone pellucide et qui aura également un rôle déterminant dans la fécondation. Attachées à cette zone pellucide, les cellules folliculaires issues du détachement de l'ovocyte restent disposées de façon radiaire et seront appelées corona radiata ou couronne radiaire. La structure du spermatozoïde correspondant au gamète mâle présente une forme très allongée avec une tête, un cou, une pièce intermédiaire et un flagelle correspondant à la queue. La tête du spermatozoïde contient le noyau contenant le matériel génétique délimité évidemment par une enveloppe nucléaire et logé à côté d'une grosse vésicule golgienne contenant les enzymes de l'acrosome qui vont intervenir dans la réaction acrosomiale lors de la fécondation. Le cou du spermatozoïde correspond à la partie étranglée ne contenant que le centriole qui est à l'origine de l'axonème du flagelle. La pièce intermédiaire contient des mitochondries disposées de façon radiaire, fournissant des quantités importantes d'énergie et indispensables au mouvement du flagelle. La connaissance de la trajectoire de l'ovocyte et du spermatozoïde est indispensable à la compréhension du processus de fécondation. Commençons par le trajet des spermatozoïdes. Alors, le trajet des spermatozoïdes débute dans leur lieu d'origine, qui est l'appareil reproducteur mâle, précisément au niveau de la gonade mâle, le testicule. Ces spermatozoïdes seront produits grâce au processus de spermatogenèse et seront ensuite dirigés vers l'épididyme. Cet épididyme qui chaperonne le testicule va permettre leur maturation et leur stockage grâce à son pH acide. Ce pH acide va maintenir les spermatozoïdes en un état dit quiescent, c'est-à-dire immobile. Ces spermatozoïdes vont rejoindre le canal déférent grâce à un flux de pression pour
être redirigé vers l'urètre prostatique qui va recueillir les sécrétions de la prostate et celles des vésicules séminales qui sont relativement basiques. Alors, ces sécrétions vont servir non seulement à la nutrition, mais également à la neutralisation du liquide séminal, ce qui va permettre aux spermatozoïdes de récupérer partiellement leur mobilité et continuer leur trajet vers le canal éjaculateur à l'extérieur de l'appareil reproducteur mâle. Je tiens à revenir sur le rôle important de l'épididyme dans la maturation des spermatozoïdes. En effet, nous avions dit que l'épididyme était impliqué dans la maturation de ces spermatozoïdes et servait à leur stockage, mais également va servir à un phénomène très important et indispensable à la fécondation qui est dit la décapacitation. La décapacitation correspond au blocage du pouvoir fécondant des spermatozoïdes, c'est-à-dire à limiter la capacité des spermatozoïdes à être fécondants. Ce blocage se fait au niveau de l'épididyme grâce à l'addition de protéines de stabilisation des enzymes de l'acrosome afin de les préserver et ne pas les gaspiller avant de rejoindre l'ovocyte. L'épididyme va s'assurer également de l'addition du cholestérol pour limiter la mobilité du flagelle et rendre les spermatozoïdes immobiles au niveau du liquide séminal. Le long trajet des spermatozoïdes continuera dans les voies génitales femelles, en survolant le vagin, la cavité utérine, la trompe utérine jusqu'à arriver au lieu de fécondation correspondant au tiers supérieur de la trompe utérine. Ceci devra coïncider avec l'ovulation de l'ovocyte 2 pour entamer une fécondation proprement dite. Le bon déroulement de la fécondation est conditionné par deux éléments importants. La première condition consiste en la fécondité de l'ovocyte qui correspond à la fenêtre de fécondation ne dépassant pas les 24 heures après l'ovulation. Ceci est dû au fait que l'ovocyte possède une durée de vie très réduite ne dépassant pas les 48 heures. D'un autre côté, la deuxième condition correspond à l'acquisition du pouvoir fécondant qui n'est autre que la capacitation, c'est-à-dire l'acquisition du pouvoir fécondant de nouveau. Concernant la fécondité de l'ovocyte. En cette période de fécondité, l'accès à l'ovocyte 2 est facilité par la fluidité des sécrétions de l'utérus sous forme de glaire cervicale qui deviennent très fluides, riches en eau, pendant la période d'ovulation. Schématiquement, nous remarquons donc l'émail très élargi des sécrétions des glaires cervicales, contrairement au maille serré des sécrétions épaisses de la glaire cervicale pendant la période pré-ovulatoire et post-ovulatoire. La reprise du pouvoir fécondant des spermatozoïdes et donc leur capacitation est déclenchée grâce aux sécrétions de la trompe utérine au niveau du lieu de la fécondation à la rencontre de l'ovocyte dans le cumulus ovorus. Ces sécrétions vont permettre le démasquage des protéines de l'acrosome et leur activation pour déclencher une réaction acrosomiale proprement dite lors de la fécondation. D'autre part, il y aura également élimination du cholestérol inséré dans la bicouche lipidique, ce qui va permettre la reprise de la mobilité du flagelle en mouvement de fouet tapant. Toutefois, il faut insister sur le fait que cette capacitation est un processus très critique qui peut conduire à la mort de 15 à 20% des spermatozoïdes sélectionnés. Toutes les conditions étant mises en place, nous allons voir maintenant les étapes de la fécondation. Les spermatozoïdes ayant survécu à leur capacitation au niveau du cumulus ovorus autour de l'ovocyte devront désormais franchir plusieurs barrières afin d'atteindre la membrane plasmique de l'ovocyte proprement dite. Ces barrières consistent en la corona radiata, qui est une continuité des cellules du cumulus ovorus, donc ce sont toutes des cellules folliculaires, mais là qui forment une couronne radiaire autour de l'ovocyte. Ensuite, la couche de la zone pellicite,
l'espace vitellin pour atteindre enfin la membrane plasmique. Je dois insister sur le fait que seul le spermatozoïde qui va pénétrer la membrane plasmique sera accepté. À ce moment-là, les autres spermatozoïdes seront rejetés par d'autres processus. Les étapes de la fécondation consistent en deux étapes majeures, notamment le franchissement de la zone pellucide et enfin la fusion de la membrane plasmique de l'ovocyte avec celle du spermatozoïde sélectionné de façon définitive. Le franchissement de la zone pellucide n'est pas un simple passage. Il se manifeste grâce à des réactions moléculaires très complexes. En effet, la membrane plasmique du spermatozoïde présente des récepteurs adaptés à la membrane pellucide exprimant des protéines spécifiques à l'espèce, notamment la ZP3 pour l'espèce humaine. Cette réaction permettra la libération des enzymes de l'acrosome grâce à la perforation de la membrane plasmique du spermatozoïde. La libération des enzymes de l'acrosome permettra la digestion de la zone pellucide afin de frayer chemin au spermatozoïde pour rejoindre la membrane plasmique de l'ovocyte. Cette digestion est assurée par deux enzymes principales, notamment la hyaluronidase et l'acrosine. La fusion des membranes plasmiques des gamètes mâles et femelles est désignée par le terme plasmogamie, dans laquelle la tête du spermatozoïde se retrouvant désormais au niveau de l'espace périvitellin devra franchir la membrane plasmique de l'ovocyte. Ceci est facilité grâce aux microvillosités émises par la membrane plasmique de l'ovocyte qui vont se rapprocher de la membrane plasmique du spermatozoïde et faciliter leur fusion. Parallèlement, il y aura également libération du contenu des granules corticaux se retrouvant juste au-dessous de la membrane plasmique de façon périphérique et le contenu de la tête du spermatozoïde sera libéré dans le cytoplasme de l'ovocyte. Le matériel génétique commencera sa décondensation parallèlement à ce processus. Immédiatement après pénétration de la tête du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte, il y aura blocage de la polyspermie, c'est-à-dire que le reste des spermatozoïdes surnuméraires ne pourront plus féconder ou franchir la membrane plasmique de l'ovocyte, et ceci grâce à la destruction des sites des récepteurs des spermatozoïdes présents au niveau de la zone pellucide. Il n'y aura plus de reconnaissance de nouveaux spermatozoïdes et donc pas de fixation de nouveaux spermatozoïdes. Le blocage de la polyspermie est considéré comme une conséquence immédiate de la fécondation, se manifestant par des événements précoces et tardifs qui ne seront pas détaillés en cette vidéo. L'œuf fécondé pourra désormais achever sa méiose et présenter une amphimixie, c'est-à-dire une fusion du matériel génétique du gamète mâle avec celui du gamète femelle. En conséquence secondaire de la fécondation, il y aura des changements métaboliques au niveau du noyau et du cytoplasme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.